Bonjour, je me présente rapidement, donc je suis Laurent Charéron, j'anime en fait un cluster, ce qu'on appelle un cluster, entre deux cabinets d'analystes de technologie, un cabinet générique, enfin assez générique, qui s'appelle CXP Group, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Pierre Audouin Conseil, qui est français et présent en Allemagne, qui est très axé sur la transformation digitale, et un autre cabinet très spécialisé, lui, sur l'IAM et la gestion de l'information, qui est d'origine allemande, et qui s'appelle KuppingerCole, et qui est un des spécialistes mondiaux du domaine. Il nous a semblé important de pouvoir croiser ces deux compétences parce que l'IAM devient de plus en plus au centre justement des problématiques de la transformation digitale. Alors, ce qu'on demande à l'analyste, c'est d'avoir une vue un peu à long terme, mais vous verrez que beaucoup de ce que je peux présenter aujourd'hui a déjà, fait écho à ce que vous avez pu entendre auparavant. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir à quel point l'histoire s'accélère d'une certaine manière. Le thème, si vous voulez, c'est vraiment celui de la complexité. Dans un monde de la complexité et de la multiplicité, c'est-à-dire que dans un monde où le périmètre est une notion qui est de plus en plus diffuse, on va dire, l'idée que toute information d'authentification puisse venir du service RH, par exemple, on voit bien qu'on touche les limites de ce modèle-là. Donc derrière tout ça, il y a trois, j'allais dire, grands trends. Le premier, c'est qu'on va accéder aux services à travers des applications, c'est les applications qui accèdent aux services. Le deuxième, c'est la fusion du monde virtuel et du monde réel. On l'a vu entre l'IT business, l'IT métier. On a aussi parlé d'autres aspects qui sont liés aux accès physiques par rapport aux accès logiques. Puis la troisième dimension, c'est celle de l'Internet de n'importe quoi. Non pas du n'importe quoi, parce que c'est pas n'importe quoi, mais c'est l'Internet des objets, des applications, des services, de toutes les identités, ce qui fait que tout va devenir connecté et qui change fondamentalement la donne. Donc, si vous voulez, sur ces aspects-là, il y a vraiment, on peut dire, 7 aspects fondamentaux. Je ne vais peut-être pas tous les couvrir, mais qui nous semblent importants. Le premier, c'est vraiment un facteur d'échelle. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec l'exemple de PSA tout à l'heure. Quand je commence à gérer 450 000 identités et que ce n'est que le début parce que j'ai pas encore compté les objets connectés, il va bien falloir penser à trouver d'autres manières de gérer cette complexité-là, non d'une part en tant que volume, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Le deuxième et le troisième ne sont pas vraiment une nouveauté, mais prennent, j'allais dire, une dimension particulière. L'idée qu'il y a un méga directory qui va servir comme source d'authentification, là encore, c'est quelque chose qui va être difficilement tenable, ne serait-ce que parce que les utilisateurs veulent prendre leur propre identité et porter leur identité d'un service à l'autre. Donc on voit bien là aussi les limites de ce modèle. Et le deuxième aspect, c'est que et là par exemple la réglementation EDAS européenne qui va se mettre en œuvre est tout à fait intéressante parce qu'elle organise le marché de ça. L'identité, finalement l'identité c'est quoi? C'est un agrégat d'attributs et puis ensuite on est à un risque finalement. L'idée qu'on puisse agréger ces attributs de manière dynamique et va nous forcer à justement raisonner en termes de risque pour pouvoir ouvrir ou non des accès à des applications, à des employés ou à des utilisateurs qu'on ne connaît la plupart du temps même plus. Le quatrième aspect, lui, justement, s'attache au changement psychologique ou au changement, en tout cas, de comportement des gens. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à des utilisateurs passif, l'employé, la relation finalement hiérarchique de l'employeur avec l'employé. On vous donne des droits, on vous donne votre identité, qui est aussi le cas d'ailleurs de l'identité régalienne, mais on est face à des utilisateurs dont on ne sait pas par quels moyens ils se connectent, comment ils vont se connecter, et qui peuvent avoir d'ailleurs plusieurs identités. Donc prendre en compte cette dimension active de l'identité, ça va être quelque chose d'important dans l'IAM du futur. La conséquence logique de ça, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ils vont s'authentifier. Donc, on est obligé de penser des systèmes qui n'imaginent même pas comment est-ce que les gens vont s'identifier. Par exemple, si je commence à parler de Fitbits, le mot de passe et le login là-dessus, difficilement tenable. On ne sait pas vraiment comment les gens vont se faire, donc il faut prévoir des systèmes qui soient des systèmes totalement ouverts. On en a parlé brièvement aussi, mais la complexité vient aussi du fait des interrelations entre les gens. C'est-à-dire que si j'ai une voiture, un objet connecté, je vais peut-être avoir 15, 20, 30 identités d'objets, de services, d'apps qui vont être reliées à un utilisateur. Comment est-ce que je gère cette identité et aussi comment est-ce que ces relations, ces interrelations vont me permettre justement d'établir des niveaux de risque qui vont me permettre d'avoir un système qui soit plus résilient et de prendre les bonnes décisions tout simplement. Et puis le dernier, ce qu'on va appeler fondamental, si vous voulez, et à mon avis c'est le plus important, c'est qu'il va falloir comprendre quel est le contexte dans lequel l'utilisateur fonctionne.
Et cette compréhension du contexte, ça veut dire utiliser des technologies qui sont les technologies du big data, de l'analytics, mais ça veut dire aussi être capable d'allouer des droits et des niveaux de service en fonction du contexte, selon les utilisateurs, et ça de manière dynamique, parce que les processus itératifs de re-audit et de recertification, c'est des choses qui vont pas tenir la route dans des contextes comme ça. Alors, j'ai sorti 3 conséquences, il y en aurait d'autres, mais j'en ai pris 3 de manière arbitraire, qui correspondent aussi souvent aux discussions qu'on peut avoir avec nos clients. Le premier, c'est par rapport au cloud. Il est clair que pour l'instant, dans l'IAM, le cloud, c'est essentiellement du SSO dans le cloud. En fait, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la problématique, c'est pas seulement de donner accès aux employés à des ressources qui seraient dans le cloud, ce qui est le cas de figure actuellement, mais c'est de donner accès à tous mes partenaires, que ce soit des clients, des partenaires business, des revendeurs, des utilisateurs finaux, par le moyen de leur choix, à des ressources qui peuvent être dans l'entreprise sous forme de legacy avec des interfaces bien particulières, dans l'entreprise sous forme d'accès web, ou même à l'extérieur de l'entreprise sous forme de service cloud. Donc on est vraiment dans cette complexité-là, et ça as a service parce qu'on a besoin de l'agilité, c'est la seule manière de la délivrer. Donc les nouveaux, la direction du cloud AM va vraiment incorporer tout ça. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est plus seulement les problématiques d'accès qui sont mises en jeu, c'est aussi les disciplines traditionnelles de l'IAM. Par exemple, le provisioning. Comment est-ce que je vais provisionner des ressources dans le cloud? Donc c'était intéressant de voir que ce que fait PSA va certainement lui servir beaucoup, sauf que vous contrôlez peut-être ce qui se passe chez vous, vous contrôlez peut-être pas ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est forcément une limitation. Ça veut dire aussi que ça va devoir s'appuyer sur des standards qui vont, on l'espère, émerger de ce point de vue-là. Ça veut dire aussi, bien évidemment, traiter des accès et des droits, c'est-à-dire que, comme je le disais, les cycles auparavant tels qu'on les vivait, notamment de la recertification, sont des choses qui vont être difficilement tenables, ce qui pose le problème derrière de la gouvernance et de comment ces droits sont gérés, réalloués. Et ça, on parle vraiment de process interne de l'entreprise. C'est clair que d'envoyer une feuille de calcul à quelqu'un qui s'en fiche en lui disant tu me recertifies les droits de cette personne et on fait ça en 5 minutes, ça n'a pas vraiment le sens dans l'idée d'un IAM qui soit solide. La deuxième conséquence, qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on va vers une convergence entre l'IAM et le CRM. Et pour une bonne raison, c'est que dans le monde Internet, le CRM n'a pas permis de résoudre un problème fondamental qui est celui de l'information en silo. Or, si on regarde toute l'information cliente, ce qui drive quand même l'essentiel des business de nos employeurs, finalement, l'identité du client ou l'identité du partenaire, c'est le dénominateur commun, entre tous ces silos informationnels. Dans une relation client qui doit devoir se fluidifier, on sait nous tous en tant que particuliers à quel point c'est insupportable de devoir remplir des mots de passe 45 000 fois et à quel point, d'un point de vue d'opérateur du business, la nécessité de comprendre ce que fait l'utilisateur à travers ces différents touchpoints, comme on dit sur Internet, est quelque chose qui est vital. Or, l'IAM est peut-être la technologie qui va permettre de résoudre ce problème-là. Et donc, il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur ces sujets, ce qui veut dire pas seulement fluidifier les parcours clients et avoir des parcours clients qui soient transparents à travers des Facebook Connect ou tous les moyens que vous connaissez, la mise en place de moyens à base d'OpenID ou de ce genre de choses, mais aussi de gérer les données. Et là, il y a une autre dimension qui est que ces données, c'est un capital très très cher de l'entreprise, dont beaucoup de partenaires voudraient aussi s'emparer, donc que vous allez devoir partager pour créer des chaînes de valeur qui correspondent à ces nouveaux services qui sont créés sur Internet, mais aussi parce que vous avez des obligations de conformité qui sont extrêmement contraignantes. Et donc, là encore, les architectures de sécurité sont justement ce qui vont permettre à la fois de fluidifier les parcours et les relations clients et d'assurer la traçabilité et la conformité. Et on sait avec la GRDP, enfin pour parler anglais, que les pénalités vont être quand même significatives. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement passionnant qui pose des questions très très pratiques. Comment est-ce que je gère des consentements, par exemple, quand sur une application mobile, je me génère tout de suite 150 consentements parce que je fais appel à du chaînage d'applications et des choses comme ça. C'est aussi un sujet sur lequel je me permets de faire un petit peu de publicité. On fait une conférence le mois prochain là-dessus. Donc si ça vous intéresse, venez en parler à la sortie, mais on va vraiment explorer ces problématiques-là.
La dernière conséquence, elle est que l'IAM fait déjà partie de la sécurité, bien évidemment, mais va s'intégrer comme un élément réactif de la sécurité. C'est-à-dire que le problème, c'est bien évidemment de détecter et de bloquer les usages illégitimes du système et de le faire le plus rapidement possible. Mais la complexité est de détecter quels sont les usages anormaux d'utilisateurs dont on ne sait pas s'ils sont légitimes ou illégitimes. Si quelqu'un a fait un backup parce qu'il a le droit de faire un backup, mais qu'on se rend compte qu'il fait un backup 2 minutes plus tard, il faut peut-être quand même que je lance une alerte. C'est-à-dire que les systèmes d'IAM, par l'observation des rôles, des comportements, etc., vont devoir être connectés de manière directe avec le reste du SOC, par exemple. Et donc, ça va être difficile de penser l'IAM du futur indépendamment du SOC et de ces éléments-là. Donc, si vous voulez, on aurait pu parler de chaînage d'API ou bien justement de la fusion entre l'opérationnel et le réel, mais c'était 3 éléments que je voulais mettre en avant, parce que ce qui me semble, surtout ce qui est intéressant, c'est que l'IAM commence à vraiment faire partie du corps du business. Donc, la palette de l'IAM qui s'enrichit de manière vraiment très très significative en fait déjà un système d'information compliqué et va devoir s'interfacer avec toutes les autres briques de manière extrêmement réactive. La question qui reste, et on en a parlé aussi, c'est va falloir investir là-dedans. Comment est-ce que le RSSI, le DPO, etc. vont arriver à convaincre leur direction générale qu'il faut investir. C'est-à-dire qu'il va falloir, je pense, faire des efforts de pédagogie et de réflexion sur vos métiers pour arriver à transmettre en forme de bénéfices et de valeurs concrètes pourquoi est-ce que vous devez mener ces projets. Et il y a un sujet, moi, qui me semble particulièrement intéressant, qui est celui de la conformité, c'est-à-dire que notamment dans la banque finance, le coût de la conformité, c'est quelque chose qui commence à devenir rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on a tordu le tiki de l'IT pour réduire les coûts de l'IT de manière significative, et on est en train d'en reprendre une autre avec des coûts de compliance qui deviennent énormes. Donc de dire que l'identité, c'est une manière de construire la compliance by design, comme on dit la privacy by design, c'est-à-dire dans le système lui-même, et notamment lors de la vision 360 du client, va permettre de quantifier non seulement les risques, mais surtout de quantifier les gains que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Donc ça veut dire vraiment raisonner en termes de KPI et être capable d'avoir cette vision de l'IAM au service du business. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. On peut en parler bien évidemment dans plus de détails, mais en tout cas c'est des sujets passionnants et je suis ravi de voir qu'on ait beaucoup ce soir pour en discuter. Merci.